Et pour la culture dans le 23h, c'est le grand retour de Youssef Bouchiki. Salut Youssef, ravi de vous retrouver. Votre invité, la philosophe Adèle Van Rett. Oui, bonsoir Adèle Van Rett, je suis très heureux de vous recevoir. Vous êtes philosophe, journaliste, les auditeurs de France Culture vous connaissent bien puisque vous présentez l'émission Les Chemins de la Philosophie. Alors nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir pour votre livre. C'est un texte de recueil où vous reprenez toutes les petites chroniques que vous avez écrites dans le journal Le 1. Ça s'appelle Vivre et revivre encore. Alors quand je suis tombé sur le livre, je me suis dit génial, on va inviter Adèle, la philosophe, qui va nous éclairer sur la période un peu très compliquée que nous vivons. Et là, patatras, je tombe sur une interview où vous dites « Je ne crois pas que la philosophie nous soit d'aucun secours aujourd'hui ». Elle sert à quoi, la philosophie Ça, c'est une vaste question et je pense qu'aucun philosophe sera capable de vous donner une réponse à cette question-là, mais on peut d'ailleurs poser la question pour beaucoup de métiers. Non, cette réponse, je l'ai faite lors du premier confinement. Quand, souvenez-vous, on ne comprenait rien à ce qui se passait. Au tout début du confinement, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, quelle était la dangerosité du virus et quoi que ce soit. Et donc, on m'avait dit, mais alors, est-ce que la philosophie peut nous aider ? Non, à une semaine du confinement, il aurait été malhonnête de ma part de dire, bien sûr, nous autres philosophes avons une réponse à vous apporter et tout ira mieux. C'était donc par honnêteté que je dis, la philosophie n'est pas d'un secours en période d'urgence, en cas de crise. Je pense, ça ne veut pas dire que la philosophie est inutile, ça veut dire qu'elle a besoin de temps. C'est un travail. La philosophie. Là, on a eu du temps, ça fait 1 an déjà. Alors, donc, dans le texte, vous jetez votre regard sur l'actualité en convoquant certains des penseurs de vos cheveux. Alors, j'ai imaginé votre table de nuit, justement, avec ces penseurs. Lacan, Romain Gary, Tocqueville, Bergson, Orwell, tout ça. C'est un peu ça, votre table de nuit, non ? Oui, alors bon, je ne travaille pas qu'au lit, c'est pas forcément sur la table de nuit. Mais oui, tous ces gens-là, on les trouve quelque part chez moi. Ça va. Alors, vous parlez de beaucoup de choses, du confinement, du genre, de la question des Noirs aux États-Unis, du sport, des réseaux sociaux. Forcément, on va commencer avec le confinement, puisqu'on est à quelques heures du 3e confinement. Et dans le livre, vous dites le confinement, vous convoquez Nietzsche et vous dites le confinement est notre démon. Pourquoi lui pour éclairer ça justement ? Parce que je me suis demandé quand Éric Fotorino, qui est le directeur de la rédaction du 1, m'avait demandé de faire un texte lors du premier confinement. Ça faisait des années que je collaborais plus avec le 1. Et puis il m'a dit mais là est-ce que pour l'occasion est-ce que tu voudrais bien réfléchir justement à ce qui se passe ? Et j'avais dit non jusque-là, pensant que justement je ne serais d'aucun secours. Et je me suis dit mais il me semble que c'est intéressant de voir ce que le confinement nous fait. Ce rapport au temps, moi c'est comme ça que je le vivais d'abord. Le confinement, c'est comme si le temps se suspendait, qu'il ne passait plus et qu'il y avait comme un effet de congélation. Comme si la vie allait continuer à l'éternité, comme ça, jusqu'à l'éternité de manière répétitive. Et je me suis dit, mais c'est exactement ce que propose Nietzsche dans Le Gai Savoir, où il imagine un démon qui vient à l'oreille susurrer en disant, mais si ta vie telle que tu l'as vécue, avec toutes les petites choses, les choses extraordinaires, le médiocre et le fabuleux, et si on te proposait de la revivre ? Est-ce que tu dirais oui ? Mais la revivre 1 fois, 2 fois, la revivre à l'éternité, encore et encore, d'où le titre. Oui, c'est ça. Et en fait, selon les tempéraments, certaines personnes se rouleraient par terre en se disant « mais non, plutôt mourir que de revivre », et d'autres diraient « mais bien sûr, je voudrais revivre cette vie à l'infini ». Ce qui est une invitation de la part de Nietzsche à réfléchir à la manière dont nous menons notre vie. Est-ce que nous validons tout ce que nous avons fait et la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, au moment où nous sommes confinés, ou bien est-ce que si c'était à refaire, il y a des choses qu'on ferait différemment ? Eh bien, je crois que le confinement, malgré nous force à nous poser ces questions-là. Et c'est de cette manière-là que je trouve qu'il y a une réflexion philosophique à avoir. Et selon Nietzsche, celui qui sait commander trouve toujours ceux qui doivent obéir. C'est d'actualité comme phrase. Il faut savoir commander en ce moment. Dites-moi ça. Celui qui sait commander trouve toujours ceux qui doivent obéir. Oui, alors là, on est bien loin du confinement. Parce que oui, mais c'est d'actualité sur les mesures actuelles annoncées avec un peu de contestation. Oui, aussi. Je ne sais pas si Nietzsche avait ça en tête lorsqu'il parlait du rapport entre justement le commandement et l'obéissance, mais ce qui est vrai, c'est que ça soulève la situation dans laquelle nous sommes tous, à savoir, nous sommes contraints d'obéir. Enfin, contraints d'obéir, non, il y a toujours des manières de ne pas obéir, justement. Et c'est là où ça devient intéressant. Est-ce qu'il est dans notre intérêt d'obéir en ce moment ? C'est plutôt comme ça qu'on se poserait la question. Alors, votre texte, justement, se termine par cette phrase « Rassurez-vous, le confinement ne durera pas, il a été écrit 1 an et il dure ». Et justement, vous parlez de la réflexion du temps. Quelle est votre réflexion aujourd'hui sur le confinement et comment vous voyez, est-ce que ça va... C'est quoi le scénario du pire et du meilleur ? Comment on va sortir de ça ? Vous, votre point de vue à vous. Oui, je ne sais pas comment on va en sortir. En tout cas, je suis sûre que ça va changer quelque chose. Je ne parlerai pas non plus de monde d'avant, monde d'après, parce que je ne pense pas que la scission soit aussi nette. En revanche, je suis persuadée qu'on ne sortira pas indemne de ce que nous avons vécu, de ce que nous vivons depuis 1 an, que le travail de la création, des fictions, etc., sera vraiment impacté. Je ne parle pas que de manière économique, mais même dans les sujets d'inspiration. On ne va pas écrire de la même façon, on ne va pas composer de la même façon. Et sans doute n'allons-nous pas vivre de la même façon dans les années à venir. Et je n'y vois pas qu'une mauvaise chose. Je pense qu'il y aura pour beaucoup de personnes une forme de traumatisme. On est tous un peu traumatisés d'ailleurs, parce que nous sommes en train de vivre. Il ne faut pas le sous-estimer. Et ça va prendre du temps de sortir de cet état traumatique. Mais je pense que de bonnes choses aussi en sortiront. Justement parce que nous sommes ainsi faits que
nous savons dans ces périodes-là puiser dans certaines ressources pour continuer à avancer différemment. C'est à la fois, c'est le paradoxe, c'est à la fois une répétition en même temps, même pas un encouragement, mais une espèce de propulsion pour changer aussi. On ne pourra pas continuer à vivre exactement comme avant. Et ça, je trouve que ces questionnements-là sont vraiment féconds. Alors, des questions et des questionnements, il y en a plein. Le livre, il est tard, on peut parler de sexualité. J'aimerais que vous nous parliez de ce texte qui traite de cette éternelle question de savoir si le plaisir féminin est supérieur au plaisir masculin. Mais oui, puis alors surtout, on peut en parler en plein jour. N'attendons pas la nuit pour parler de sexualité, certainement pas de Tirésias. Ce qui m'a intéressé dans cette chronique, c'est effectivement le mythe de la jouissance féminine dont on parle aujourd'hui. Alors, on en parle plus parce que depuis quelques années maintenant, les manuels scolaires figurent le clitoris, l'organe du plaisir féminin qui avant n'était même pas figuré. Mais en fait, si on remonte dans l'histoire de la pensée jusqu'aux métamorphoses d'Ovide, on trouve dans l'une des métamorphoses un dialogue entre Junon et Jupiter qui sont ensemble. Et Jupiter dit à sa femme Junon, quand même, il y a une injustice dans la nature, c'est que vous, les femmes, vous jouissez beaucoup plus que nous. Elle lui dit, mais comment tu peux le savoir ? Ce qui est une très bonne objection. Et alors là, il pense à Tirésias, qui est une personne qui a eu l'étrange expérience de vivre dans le corps d'une femme pendant 7 ans. Un sort lui a été jeté, il a changé de sexe. Et il est redevenu homme ensuite. Si bien que c'est le seul qui peut témoigner. Donc ils vont le voir ensemble. Et Tirésias dit, eh bien oui, Jupiter a raison, le plaisir féminin est infiniment supérieur au plaisir masculin. Junon, verte de rage, punit Tirésias, lui enlève la vue. C'est pour ça que Tirésias le devin est aveugle. Il est puni par Junon. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'elle le punit, au fond. Est-ce que c'est parce qu'il a révélé le secret de la jouissance féminine et elle voulait que ça reste un secret ? Ou est-ce au contraire parce qu'elle-même ne trouve pas du tout qu'elle ait une jouissance particulièrement voluptueuse et donc c'était l'expérience de Tirésias qui parlait et pas la sienne ? Pourquoi est-ce que ça m'intéresse ? Parce qu'au fond, ça permet de désessentialiser la réflexion sur la femme ou sur l'homme. Il n'y a pas de sens à parler de mystère de jouissance féminine, si ce n'est l'expression d'un point de vue masculin qui fantasme sur la jouissance féminine. Mais une femme ne joue pas de la même manière qu'une autre femme, un homme ne jouit certainement pas de la même manière qu'un autre homme. Je ne parle pas anatomiquement, je parle dans le rapport vraiment au plaisir et à la jouissance. Si bien que ce texte-là permet de creuser toutes les nuances dont nous avons besoin, c'est un exemple parmi tant d'autres, pour essayer derrière les mots dont on se sert comme slogan et comme étiquette, de voir que la réalité est infiniment plus riche, plus subtile et difficilement étiquetable, justement, surtout sur cette question. Alors, il y a plein de textes passionnants et vraiment, vous les traitez avec beaucoup d'intelligence et puis de fantaisie, je trouve. Et justement, je voulais savoir pour vous, le savoir doit forcément être joyeux. Alors, je ne me le dis pas de cette manière-là, mais bon, vous me posez ça me fait réfléchir. Je ne me dis pas il faut à tout prix être joyeux quand on transmet un savoir. En revanche, je déplore que quand le mot même de savoir, quelque chose d'ennuyeux, savoir, on voit tout de suite une grande bibliothèque avec des livres édités à la Pléiade, avec une espèce de solennité. Or, je crois qu'en effet, ce qui m'intéresse, moi, dans le savoir et dans la transmission du savoir, tel que j'essaie de le faire le matin à la radio, c'est justement de montrer qu'il y a une sorte de joie, de fête. Il y a quelque chose de festif et d'extrêmement stimulant, au fond. Il y a une passion, non pas simplement de la connaissance, mais de découvrir des choses, de les transmettre. On est plus riche et peut-être, oui, sommes-nous plus joyeux. Mais ce n'est pas un principe, c'est ça que je veux dire. Je ne me dis pas que c'est le cas, mais je le constate. Voilà. Que vous le dégagez, que ce soit à la radio, ici avec nous ce soir. Merci infiniment. Merci à vous, merci beaucoup. Je rappelle le titre du livre, ça s'appelle « Vivre et revivre encore » et c'est aux éditions de l'Aube. C'est ça. Merci Adèle Vendrette. Merci beaucoup. Et merci à vous, Youssef Bouchiki.